Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Bonsoir, installez-vous. Ce soir, on est parti pour un nouveau cours de philo. Je suis très content du sujet duquel on va parler. Ça faisait longtemps que j'avais pas un petit peu disserté sur ce sujet-là. Et ce soir, c'est une vidéo qui sera beaucoup moins pro que les autres parce que j'y vais un petit peu en freestyle et parce que, encore une fois, comme je le répète, je n'ai aucune formation, aucune compétence particulière en philosophie, juste je me pose des questions et j'essaye d'y répondre, c'est tout ce que je fais. Et je vous propose ce contenu pour que vous-même vous questionnez et pour vous détendre aussi. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'amour, mais je pense qu'on va parler de plein d'autres choses, mais pas nécessairement de l'amour comme dans la première vidéo que j'avais fait sur qu'est-ce que l'amour. Là, on va se poser une question qui m'a d'ailleurs été posée par une pote à moi, et je vais vous lire tout de suite la question qu'elle a mis dans une conf de groupe. Si elle écoute cette vidéo, elle se reconnaîtra. Elle a écrit donc question existentielle, les amis. Est-ce que l'on aime parce qu'on a besoin d'aimer, ou est-ce que l'on aime fondamentalement? Est-ce que l'on aime parce que l'on a besoin d'aimer, ou est-ce que l'on aime fondamentalement? Est-ce que l'être humain aime par nécessité, ou est-ce qu'il aime fondamentalement car c'est dans sa nature? Question très intéressante. J'ai trouvé, je me suis même dit que ça pouvait être ce genre de question qui pouvait, je sais, peut-être. Je pense pas que ce sera un jour au bac parce que le bac n'existe plus, si je dis pas de bêtises. Ça y est, je commence à être vieux. Mais en tout cas, lors d'examens, de dissertation, etc., c'est des questions qui peuvent carrément être posées. Donc voilà, je me suis dit qu'on pouvait ensemble un petit peu réfléchir à ces questions-là. Je vais augmenter un peu le niveau de mon micro. Voilà, normalement ça doit être encore un peu plus audible. Voilà. Alors, moi je propose qu'on raisonne un petit peu d'abord structurellement avant de partir dans tous les sens. Déjà, aimer parce qu'on en a besoin, c'est-à-dire la nécessité. Le besoin, ça implique une nécessité, quelque chose que l'on fait par nécessité. Donc est-ce que l'on aime parce qu'on a besoin d'aimer, donc il y aurait une nécessité d'aimer? Et oui, parce qu'on pourrait se dire que la société fonctionne parce que les êtres humains, ils ont besoin de bien s'entendre. S'ils ne s'entendent pas, alors c'est difficile et ça serait le chaos. Alors est-ce que c'est une nécessité? Pareil, est-ce qu'on aime son enfant par nécessité, par reproduction sociale, par exemple en imitant, comment dire, un espèce de cadre social? Il faut aimer son enfant comme il faut aimer ses parents, on est obligé. Ou est-ce que c'est une nécessité, ou est-ce que c'est quelque chose d'inconditionnel? Voilà, ou est-ce que l'on aime fondamentalement? Fondamentalement, moi j'aurais mis inconditionnellement, c'est-à-dire un amour désintéressé, un amour qui ne cherche pas une récompense ou qui ne cherche pas à satisfaire des normes sociales. Un amour, on va dire, oui, désintéressé, inconditionnel, fondamental, pur, peut-être pur est un mot qu'on pourrait utiliser. Donc, est-ce que l'on aime parce que l'on a besoin? Parce qu'on a la nécessité d'aimer? Alors ça aussi on peut le voir à plusieurs échelles. On peut le voir à l'échelle de l'individu. On a besoin d'aimer pour peut-être être aimé en retour. Peut-être que l'individu a besoin d'être aimé en retour. Peut-être que l'on a besoin d'aimer pour trouver une cause dans la vie. Des sujets que l'on aime, des passions, des gens que l'on aime. Peut-être que l'on a besoin d'aimer maintenant à l'échelle de la société. Pour que la société fonctionne, il faut que les gens s'aiment, ou qu'ils aiment des choses qu'ils partagent, des choses, des passions. Donc, voilà, la question, elle va toucher, vous le voyez, à beaucoup de problématiques. La problématique du besoin, la problématique de qu'est-ce qui fait que notre société fonctionne, qu'est-ce qui fait que notre individu, enfin notre personne, soit accomplie en tant qu'individu, en tant qu'ego. Qu'est-ce qui fait que... En quoi l'amour est utile finalement? Est-ce que l'amour est utile? Ça revient à se poser cette question.
c'est est-ce que l'acte même d'aimer, est-ce que c'est un ego qui aime être en notre ego? Par exemple, est-ce que c'est un ego A qui aime un ego B? Ou est-ce que l'amour c'est justement l'oubli de l'ego A par l'existence même de l'ego B? Quand je dis d'ego, je parle de personne bien évidemment, mais est-ce que aimer une personne c'est s'oublier? Ou est-ce que c'est se prendre en compte aussi? Vous voyez, on est en freestyle et on a plein de questions. Donc je sais pas si je vais réussir à répondre à toutes ces questions. En tout cas, l'exercice m'intéresse. Et je vais vous lire quelques messages qu'on avait commencé à s'envoyer. Donc peut-être qu'on ira dans ce sens-là, puis après on explorera d'autres pistes de réflexion. Ce qui compte, c'est de philosopher et de se détendre avec toutes ces petites questions. Ces questions qui, voilà, sont très intéressantes, mais ne doivent pas vous stresser, ou vous exciter, ou vous éveiller. Ce sont des réflexions calmes, des réflexions qui apaisent, et j'espère que je vais aussi vous transmettre beaucoup de sérénité. C'est pas pour vous faire vous retourner dans votre lit, c'est au contraire pour apaiser votre esprit. Ce petit jeu philosophique. Voilà. Alors, une amie qui dit: je ne suis pas qualifiée pour répondre à ça, mais une fois le débat lancé, alors peut-être que j'interagirai. Je pense pas qu'il y ait de qualification pour réfléchir. Je ne pense pas qu'il y ait de besoin d'être diplômé. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être reconnu par quelconque personne pour réfléchir, s'interroger, se poser des questions. Après, pour diffuser comment dirais-je, une ébauche de réflexion ou une science, là je pense qu'il y a des formations et un certain statut à avoir, mais je ne pense pas qu'il faille être qualifié pour réfléchir. Bon, j'arrête de taquiner. Alors, une réponse d'une de mes amies. Je pense que l'on a besoin d'aimer parce que cela donne du sens à la vie. On a besoin d'être aimé parce que cela donne du sens à la vie. Mais aimer de manière générale, et que le côté fondamental relève plus de mécanismes biologiques, genre la reproduction, le fait d'être grégaire, l'instinct grégaire. Donc je pense que l'on a besoin d'aimer parce que cela donne du sens à la vie, Mais aimer de manière générale, le côté fondamental relève plus des mécanismes biologiques. L'instinct grégaire, la reproduction, quelque chose de biologique, quelque chose qui serait dans le vivant, qui serait en nous, pour que notre espèce puisse perdurer. Donc, est-ce que c'est très intéressant déjà? Aimer, donc là on est quand même pas appelé, tout à l'heure je parlais d'individu, on a aussi parlé de société, et là on parle carrément de vivant, d'espèce, de l'ADN qui est en nous, qui directement dans notre espèce aurait inclus, comme elle a inclus la faim, la sensation d'avoir faim pour que notre corps se nourrisse, alors peut-être que l'amour serait paramétré, programmé pour que nous nous reproduisions et que nous assurons la pérennité d'une espèce. Donc je trouve ça très intéressant comme opinion. Après, elle nuance, mais ce n'est pas manichéen non plus. Les personnes aromantiques, ce sont les personnes qui n'éprouvent pas de sentiments amoureux. Les personnes aromantiques et asexuelles, ce sont les personnes qui ne ressentent pas et n'éprouvent pas de besoin sexuel, de libido, trouveront que c'est ni un besoin fondamental, ni un besoin ni fondamental vu qu'elles vivent sans. Donc très bon contre-exemple à la nécessité d'aimer fait partie du genre humain. Et bien les personnes aromantiques et les personnes asexuelles qui ne trouvent ni un besoin ni fondamentalement vital d'aimer ou de faire l'amour parce qu'elles vivent sans. Si on parle d'amour sexuel ou romantique bien sûr, bien sûr les personnes aromantiques n'ont pas besoin de romantisme et les personnes asexuelles de sexualité, de vie sexuelle. Alors, je pense qu'on se nourrit d'amour dans la vie parce que c'est ça qui nous motive quand ça ne relève pas du besoin vital. J'aime vivre dans tel quartier, j'aime aller au cinéma avec mes amis, j'aime faire un câlin à mon chat, j'aime mon amoureux, mon amoureuse. Donc, c'est assez intéressant. Il y a un bon contre-exemple qui donc implique le fait que on se nourrit d'amour dans la vie parce que c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous met en mouvement. L'amour, peut-être, cela renvoie à la notion de désir qu'on a déjà bien abordé ensemble. Donc,
émotions se confondent un petit peu, parce que le désir c'est ce qui va nous mouvoir aussi, et je pense que on désire les choses que l'on aime par définition, et on ne désire pas les choses que l'on n'aime pas, ou alors on les désire mais parce qu'on le sait qu'il y a un bien derrière qui nous attend, ou un bien pour autrui qui dépasse notre propre bien. Donc oui, je vais essayer de pas trop faire de digression. Donc, alors je pense qu'on se nourrit d'amour dans la vie parce que c'est ce qui nous motive. Donc là, c'est plutôt l'amour comme un moteur, comme un développement personnel. Donc c'est très intéressant. On a parlé de la nécessité de l'espèce. Puis on nous a montré en fait avec cet exemple que eh bien, il y avait quand même des individus qui ne faisaient pas preuve de cette nécessité. Donc c'était plus un choix une appétence, on va dire, pour tout ce qui va être le développement personnel, finalement. Alors, je vous laisse avec ces extraits de Lou, grande philosophe de l'amour. Ah, donc elle a envoyé des planches de BD. Bon, je vais peut-être pas lire parce que je voudrais pas trop m'attribuer les réflexions de quelqu'un d'autre. J'ai un ami qui répond le sexe. Comme par hasard, c'est un homme. Non, mais en vrai, le sexe est clairement au cœur aussi, je pense, de ces réflexions sur est-ce que l'amour est inconditionnel ou est-ce qu'il est intéressé. Et je pense que ce n'est pas parce que l'amour est intéressé qu'il est mauvais, en tout cas. Bon, on aura l'occasion. Ah, j'ai perdu le message, je suis obligé de tout remonter. On aura l'occasion de continuer à réfléchir là-dessus. Mais passons et reprenons notre raisonnement. Alors, nous y voilà. Voilà. Ah là, mais on en a beaucoup dit. Mon ami qui réagit à son message et qui dit « Parfaite illustration du vrai mystère de l'humanité. Pourquoi les femmes sont-elles hétéros ?» Parce qu'elle se moque de mon ami qui a mis le sexe, pour répondre à la question. Bref. Pour prendre un parti, je dirais qu'on aime par besoin, parce que je ne pense pas qu'on aime quelqu'un de manière pure, mais toujours dans un intérêt personnel, pour ce qu'il ou elle nous apporte, pour ce qu'elle nous apporte. D'accord, donc là c'est une prise de position de mon amie. Elle dit en fait finalement que l'amour désintéressé n'existe pas, que l'amour est toujours le vecteur de quelque chose d'autre, il est toujours porté par un intérêt, même si c'est un intérêt dans l'autre personne. Et je peux comprendre ce point de vue. Donc là je mets moi ma petite réponse, ma première. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture pour votre question. Tu utilises notamment le terme besoin qui lui-même implique nécessairement une thèse et une antithèse. C'est vrai que quand on va voir le besoin, on va s'intéresser à qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc je vais essayer de répondre, mais je pense que ma réponse sera longue. Je m'étais pas trop mouillé dans cette conversation. Et cette question est ouf. Je vais en faire une vidéo ASMR, ce que je suis en train de faire maintenant, donc c'est chouette. Donc notre ami qui a posé la question réagit à la conversation, notamment à la partie prise, et dit bah voilà, c'est un peu triste d'aimer parce qu'on a besoin. L'amour et le fait que l'amour ne soit pas désintéressé, c'est un petit peu triste, non? Parce que si tout sentiment vient d'un besoin personnel, est-ce que c'est vraiment aimer ou est-ce que c'est s'aimer? Voilà une très bonne question. Si tout sentiment, si toute preuve d'amour vient d'un besoin personnel d'accomplissement personnel, est-ce que c'est vraiment aimer que l'on fait ou s'aimer? Est-ce que on est capable de s'oublier, d'oublier son ego, d'oublier sa personne par amour? Ou est-ce qu'on l'a toujours un petit peu au fond? Est-ce qu'on donne vraiment tout pour l'autre? Ou est-ce que quand on donne tout pour l'autre, au final, ce n'est pas pour soi-même qu'on le fait? Voilà des questions qui sont intéressantes. Donc, j'y vais. Alors, à titre personnel, je pense que l'amour est une pure construction sociale. Un terme fourre-tout, utilisé tantôt pour décrire le sentiment d'attirance pour une personne, tantôt pour exprimer sa joie, son attrait, son enthousiasme, son enjouement à passer du temps avec des personnes ou à réaliser une activité. Et on va jusqu'à parler d'amour pour qualifier une sorte de malice de complicité transcendant les mots et les affects. Donc voilà ma première
partie de la réponse. À titre personnel, je pense que l'amour est une pure construction sociale, un terme fourre-tout qu'on utilise tantôt pour décrire le sentiment d'attirance pour une personne. Ça peut être une attirance romantique, une attirance sexuelle, mais voilà, cette attirance qui est un peu inexplicable, qui dépasse l'amitié. On va utiliser le mot amour, mais on va l'utiliser aussi pour exprimer une joie, un enthousiasme, un enjouement à passer du temps avec des personnes. On va l'utiliser aussi pour certaines activités, on parle de passion. La passion renvoie à l'amour. Et on va même jusqu'à parler d'amour pour qualifier une sorte de malice, de complicité qui transcende les mots, les affects, c'est-à-dire deux amoureux, ils se regardent et ils communiquent déjà. Et je pense, en tout cas à titre personnel, que ce mot amour, il y a un vrai problème derrière, parce qu'il est à la fois très très large. Vous voyez tout ce qu'on peut mettre dedans, et en même temps on a une vision très hétéronormée et très occidentale de l'amour. Et c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on doit avoir un seul amoureux, une seule amoureuse? Qu'est-ce que c'est l'amour au cours d'une vie? Qu'est-ce que c'est des relations qu'on a avec les personnes que l'on aime, etc. etc., etc. Donc voilà, j'arrive un petit peu, je casse un petit peu les normes, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire au début. Pour pouvoir raisonner, il faut arriver à casser tous les a priori, toute la doxa qui a lieu sur ce sujet-là, sinon on peut jamais réfléchir. Est-on alors déjà sûr que tout le monde peut faire preuve d'amour, dans le sens courant du terme, c'est-à-dire ce sentiment vif qui pousse à aimer, à aider, à vouloir du bien aux autres? Donc voilà une première définition. L'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer, qui pousse à aider et à vouloir du bien aux autres. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est déjà sûr que tout le monde, que tous les êtres humains peuvent faire preuve d'amour, dans le sens courant du terme, ce sentiment vif qui pousse à aimer, à aider, à vouloir du bien aux autres? Je continue. L'amour, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, un concept ultra religieux. Un concept ultra religieux, utilisé par les sociétés pour faire face à la haine et pour tenir les peuples entre gros guillemets. Je ne veux pas tomber dans la polémique, mais c'est vrai que l'amour religieux, la foi, l'amour de Dieu, l'amour qui nous est transmis, c'est utilisé aussi pendant le Moyen-Âge par exemple, pour donner une raison, pour éviter que tout bascule dans la haine, pour inviter l'entre-déchirement entre les personnes. Il y a donc, comme on le disait au tout début, une nécessité de l'amour dans la société, parce que sinon on s'insulterait toute la journée, on prendrait ce qui nous intéresserait sans jamais se préoccuper du bien des autres. Donc une sorte, là on entendait amour ici par empathie naturelle. Donc l'amour, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, un concept religieux utilisé par les sociétés pour faire face à la haine et tenir les peuples. Il faudrait savoir, voir par exemple si Rousseau en parle dans son contrat social. Alors qu'en réalité, l'amour et la haine, bon là je digresse un peu, hein, je peux pas m'empêcher, l'amour et la haine sont des sensations d'obstination et de culte de notre propre ego qui sont très très similaires. On passe d'ailleurs facilement de l'amour à la haine. L'amour et la haine ne sont pas opposés, ce sont des sentiments qui sont en réalité très très proches. On est obstiné par quelque chose, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, donc en fait finalement on peut les opposer sur la volonté. Il y en a un, c'est la volonté de faire du bien, l'autre c'est la volonté de faire du mal, mais si vous voulez, ils se rejoignent quand même en un point. C'est un petit peu l'intérêt qu'on porte à quelque chose, l'énergie qu'on y consacre, à quel point cela nous omnibule. Bon, j'arrive plus à parler, mais je pense que vous m'avez compris. Bon, pour me recentrer sur la question, je dirais que l'homme est un être social et que par défaut, il semblerait logique qu'une forme d'attirance sociale soit un petit peu programmée en nous, ce qu'on appellerait amour dans le sens curiosité des autres, empathie. Curiosité des autres, empathie. Et pourtant, il y a plein d'études qui montrent que lorsqu'un enfant tombe par terre, n'importe où sur terre, eh bien, vous allez naturellement avoir envie d'aller le relever, envie d'aller aider. Est-ce que nous sommes programmés? Est-ce que cet amour-là est désintéressé? Est-ce que cette aide est désintéressée? Je pense que oui. Je pense que dans notre espèce, on va dire un petit peu comme quand nous voyons de la nourriture, nous avons faim. Quand nous voyons une situation de crise où on a besoin de notre aide, on évalue très vite. Et des fois même, on va pas du tout évaluer, on va se sacrifier. Donc bon, on aura l'occasion d'en parler par la suite. Donc, notre ami qui intervient, est-ce que tout ça n'est pas lié? Est-ce qu'il
s'aimer ne serait pas finalement lié de manière à ce que ce ne soit pas intéressé, mais en fait que ça s'accompagne, si vous voulez. Aimer les autres, ça serait s'aimer, mais de manière un petit peu inconsciente. On le ferait pas pour s'aimer, mais c'est en tout cas ce qui en résulterait comme résultat, quoi, une sorte de puissance morale. Une fois que vous avez relevé un enfant et pris soin de lui et que vous l'avez sauvé, est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de rehausser l'image que vous avez de vous-même? Ou au contraire, si vous ne l'aviez pas fait, vous descendriez cette image que vous avez de vous-même. Vous dites, mais je n'ai même pas aidé cet enfant qui avait besoin de moi, qui était tombé par terre. Donc, est-ce qu'on n'aime pas les autres? Est-ce qu'on n'a pas cette empathie pour soi-même, finalement se rétribuer un petit peu? Mais peut-être que quand vous le faites, cet acte, vous ne pensez pas aux conséquences qu'il y aura par la suite. Vous le faites de manière désintéressée, même si cela a un intérêt par la suite. C'est vraiment intéressant comme réflexion. Donc moi, ma réponse définitive, pour l'instant, on va dire, 2 pistes que je donne. Si l'amour, c'est faire le bien pour les autres, si l'amour, c'est se sacrifier pour les autres, c'est avoir de l'empathie, c'est vouloir le bien pour les autres, je dirais que l'être humain, aime fondamentalement. Je dirais que l'être humain aime fondamentalement. Il y a bien trop d'exemples dans l'histoire de l'humanité démontrant que la vie est construite par l'amour inconditionnel entre les êtres humains. Il y a bien trop d'exemples dans l'histoire de l'humanité démontrant que la vie est construite par l'amour inconditionnel entre les êtres humains. Donc voilà un élément de réponse pour moi. Si vous considérez l'amour comme l'empathie, l'attrait, le sacrifice de soi, l'attrait pour les autres, alors je dirais que l'être humain aime fondamentalement. Je dirais qu'il y a bien trop d'exemples dans l'humanité démontrant que la vie est construite par l'amour inconditionnel entre les êtres humains. Par contre, si l'on considère l'amour comme tomber amoureux d'une personne, l'aimer pour toute sa vie au sens doxastique du terme, alors on aime car on a besoin d'aimer, de donner un sens à sa vie, de rentrer dans le moule de notre société, de fonder une famille, etc. Alors là, ça devient de l'ordre du besoin, besoin de stabilité, besoin de construction de soi-même, de développement personnel, voilà, de fondation d'une famille, etc. Tout ça, c'est des besoins qui sont culturels finalement, qui sont liés à notre société, à notre époque, à nos us et coutumes. Par contre, je pense que ce qui transcende les us et coutumes, eh bien, c'est tout simplement l'amour, justement l'amour transcendant, l'amour qui est une empathie, l'amour qui est aller vers l'autre en étant désintéressé. Donc voilà mon élément de réponse. Si la définition de l'amour, c'est l'empathie, le sacrifice de soi, la curiosité des autres, alors l'amour est inconditionnel, et on aime inconditionnellement les autres êtres humains. Je pense qu'il y aura quelques êtres humains qui sont des exceptions, avec des anomalies, peut-être des personnes qu'on qualifierait de psychopathes ou ce genre de choses. Mais sinon, je pense que tous les êtres humains aiment quelque chose inconditionnellement. Je pense même qu'en fait, même des gens qui ont des qu'on appellerait des maladies psychiatriques qui n'en sont... Enfin, qu'est-ce qu'une maladie? C'est des personnes qu'on isole et on les considère comme malades, mais en fait, quand on dézoome, on se rend compte que elles font partie du genre humain, à même titre que quelqu'un qui n'a plus d'avant-bras est quand même un humain. Et juste, il fait les gestes différemment au cours de sa journée que quelqu'un qui a ses 2 bras. Mais bon, bref, passons cela. Si on dézoome, en fait, on se rend compte peut-être que ce qui nous rassemble tous, c'est l'attrait qu'on a pour quelque chose. Alors j'imagine qu'il y a des personnes romantiques, asexuelles, et puis aussi qui n'ont pas d'empathie. Mais peut-être qu'elles ont une autre forme de preuve d'amour, en fait, finalement, en elles. Bon, bref, voilà. Et si l'amour, par contre, c'est tomber amoureux d'une personne, dans le sens où fonder une famille, partager sa vie avec quelqu'un, alors je pense que là, l'amour est intéressé dans le sens où on façonne, on modèle, on donne un sens à sa vie. Et on se donne aussi des activités que l'on aime, des choses que l'on aime, etc. Donc là, c'est plus de l'affinité, et ça n'a rien à voir avec quelque chose d'inconditionnel, c'est que ça nous rend aussi ce qu'on... Mais voilà, c'est une réponse, hein. Vous pouvez être tout à fait en désaccord avec moi. C'est une manière de répondre. Donc je continue. Aimer, c'est aussi trouver des choses que l'on ne trouve pas chez soi. Aimer, c'est aussi trouver des choses que l'on ne trouve pas chez soi, qui est désirable car extérieur à nous. Donc ça n'implique pas nécessairement un regard vers soi, bien que dans la pratique, quand on aime quelqu'un, on s'aime aussi d'aimer cette personne, on s'aime d'aimer quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est intéressant cette notion de aimer, c'est aussi trouver des choses qu'on n'a pas chez soi, qui nous envient. En fait, finalement, voilà, là on repart
part sur le désir. On désire ce qu'on n'a pas, ce qu'on a, on ne le désire plus malheureusement. La télé que vous avez achetée, ou comment dire, ou telle personne dont on vous êtes rapproché, vous ne la désirez plus. Une fois que vous avez obtenu ce que vous vouliez, le désir s'en va souvent. Et d'ailleurs c'est le problème de relation entre les gens. Bien souvent malheureusement, lorsque vous êtes installé en couple avec une personne, le désir peut s'éteindre, la flamme peut s'éteindre. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Combien de chansons il y a là-dessus de cette flamme qui s'éteint et qui est peut-être remplacée par de la gentillesse, de l'empathie, mais en tout cas la flamme du désir peut passer et migrer vers quelque chose d'autre, hein, qui n'est pas forcément mieux ou pire. On n'est pas du tout dans le jugement de valeur, mais en tout cas oui, la flamme du désir peut s'éteindre. Je continue. Une autre réponse de mon ami. On aime pour ce que cela nous apporte, car on s'aime au sens de notre purpose on earth, notre but sur terre, se faire survivre, ce qui me fait penser que notre amour de l'humanité, comme le décrit Raph, c'est de moi qu'elle parle, c'est avant tout l'expression de notre amour propre, dans le sens vouloir le meilleur pour soi, et par extension, vouloir le meilleur pour les autres. Vouloir le meilleur pour soi, et par extension, vouloir le meilleur pour les autres. Oui, peut-être que c'est lié. Je veux dire, c'est normal que, en tant que même animal, on veuille notre propre survie. Et bien souvent, notre propre survie est liée à la propre survie des autres. Donc, et puis même, on s'attache à certaines choses. On s'attache à notre famille ou à nos amis, à nos proches. Donc, c'est normal qu'on étende un petit peu égoïstement aussi, vu qu'on s'aime et que, par exemple, je suis Raphaël et Raphaël aime son frère. Donc, par extension, un peu égoïstement, je vais aimer mon frère et je ne voudrais pas qu'il lui arrive des choses, des soucis, parce que ça me ferait de la peine s'il lui arrivait des soucis. Donc c'est aussi un mécanisme personnel, vu que si mon frère a des soucis, je vais avoir du tracas, alors je vais souhaiter le meilleur à cette personne. Donc je vais dire que je vais l'aimer, je vais la protéger, je vais aller la relever. S'il a besoin d'aide, je vais aller le relever. Vous voyez toute la complexité, vu que tout cela est imbriqué entre notre conscient, notre inconscient et autrui. Donc c'est très compliqué. Donc, et là, c'est une question qui est très intéressante de notre ami qui a lancé le débat. Est-ce que cela est de manière consciente ou inconsciente? Est-ce que cela est de manière consciente ou inconsciente? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut l'amour est intéressé consciemment ou est-ce qu'il est intéressé inconsciemment? Ce qui est un petit peu paradoxal, mais je pense que vous comprenez la nuance. Est-ce qu'on aime en sachant qu'on va avoir des rétributions? Ou est-ce qu'on aime en sachant qu'on va avoir des rétributions, mais de manière c'est hyper compliqué à expliquer. Non, j'arrive pas trop à expliquer ce que j'ai dans la tête. Mais pour moi, on peut aimer de manière intéressée, inconsciemment, sans même savoir qu'on est intéressé. Voilà, c'est peut-être mieux formulé comme ça. On peut aimer en pensant être désintéressé. En fait, on est intéressé, mais on ne le sait pas. Donc là, c'est toute la question de notre ami. Est-ce qu'on aime de manière intéressée, consciente, ou de manière intéressée, inconsciente? Alors, pour moi, on n'aime pas quelqu'un pour la personne, on l'aime car elle nous apporte ou peut nous apporter. Sinon, pourquoi on s'ouvrirait d'un amour non réciproque? Si l'amour était fondamental, on se satisferait de le ressentir, mais on souffre s'il n'est pas partagé, car cela ne remplit pas nos besoins d'affection, d'inspiration, de sexualité, etc. Ça reste ton propre à chacun. Donc là, c'est très intéressant. La non-réciprocité montre l'intérêt qu'il peut y avoir dans l'amour, parce que notre ego est froissé. Notre ego est froissé quand il n'y a pas de réciprocité dans la relation. Je continue. On ne peut pas non plus voir ça comme propre à la nature humaine au sens animal du terme, sans prendre en compte le fait que c'est au centre de notre structure sociale et qu'on est conditionné à le rechercher comme une clé d'épanouissement. Aimer, c'est aussi se conformer à un modèle, être accepté par les autres. Donc ça, on en a déjà parlé. Aimer, c'est aussi rentrer dans une case. Celui qui n'aime personne est en dehors de la société. Et donc, par définition, aimer, c'est plutôt valoriser. Et on sait que on aime plutôt être dans la société en tant qu'être humain, c'est normal. Parce qu'on veut partager des moments avec les autres, on veut vivre avec les autres, on n'est pas un être solitaire. Donc aimer, c'est se conformer à un modèle, c'est être accepté par les autres. C'est un petit peu la règle du jeu. Je dirais par acquis, plutôt inconsciemment. Donc pour répondre de cette manière consciente ou inconsciente, par acquis, donc plutôt inconsciemment. Inconsciemment, vous savez que quand vous aimez quelqu'un, quand vous lui voulez du bien, quand vous faites des actions qui vont dans ce sens-là, inconsciemment, c'est-à-dire que sans même le savoir,
eh bien le bien engendre le bien. Alors pas tout le temps, mais en tout cas il y a plus de chances qu'en disant bonjour avec un grand sourire, la personne vous réponde bonjour avec un grand sourire. Donc le bien engendre le bien. Après l'excès de bien peut engendrer le mal. Donc je vais pas rentrer dans les théories du yin et du yang, du bien et du mal. Mais je veux dire, de manière très pratique, diffuser de l'amour autour de soi a souvent de bonnes rétributions. Aimez votre enfant, aimez votre frère, aimez vos parents, aimez vos amis. Et vous avez beaucoup plus de chances qu'ils vous aiment en retour et que les relations soient épanouies et aillent plus loin. Donc c'est presque une forme de logique. Et au contraire, soyez méchants, haïssez-les, faites-leur du mal et il y a plus de chances, de malchance qu'ils vous le rendent. Donc au final, c'est des choses un petit peu sensées. Alors, autre question, est-ce que la frontière n'est pas là, justement? Les parents qui se saignent pour leurs enfants sans être moralement affectés par ça. Donc la réponse de mon ami, je ne pense pas qu'ils soient pas moralement affectés. Sinon les parents n'auraient pas d'attente, n'auraient pas d'exigence pour leur enfant, par exemple. Et d'ailleurs, je pense qu'on fait des enfants pour ce qu'ils nous apportent et pas par amour pur et inconditionnel et besoin reproductif. Ah oui, c'est intéressant comme point de vue. Pour l'affection qu'ils nous donnent, pour l'affection qu'ils nous transmettent, pour transmettre soi-même à quelqu'un, pour façonner quelqu'un, pour laisser une trace, pour avoir quelqu'un auprès de soi qui nous soit redevable quand on soit plus vieux, etc. Donc ça c'est un point de vue aussi. Je sais pas, moi j'ai jamais eu d'enfant et là je suis pas prêt d'en avoir non plus. Donc je sais pas pourquoi on a des enfants. Est-ce que c'est juste parce qu'on a envie d'aller plus loin dans sa relation avec la personne que l'on aime, à tel point qu'on va faire un enfant pour partager son éducation, partager sa vie? Est-ce que c'est pas pur modèle social? Est-ce que c'est pas intérêt dans le sens où on a envie de transmettre, mais c'est pas un intérêt, comment dire, c'est égoïste, mais je veux dire c'est pas un intérêt mauvais finalement. C'est plutôt, on a envie de laisser une trace, on a envie d'améliorer la vie, on a envie d'améliorer le genre humain, donc d'éduquer et de pas reproduire ce qui a été fait avant nous, etc. Est-ce que c'est pas une finalité aussi que de se reproduire, etc. Donc voilà, ça a l'air d'être intéressé pour mon ami. C'est triste, nous répond l'autre. Alors, moi je dis attention au piège de la morale. Des parents se saignent pour leurs enfants, car c'est ce que la société attend d'eux, pour ne pas être perçus comme de mauvais parents aussi. Et oui, attention, des fois ce n'est pas l'amour qui nous motive, mais la pression des pères. Bon, c'est un peu triste, hein, malheureusement, aussi, mais à mon avis c'est vrai. Je pense qu'il y a le rôle du parent à assumer, et que socialement c'est comme un homme qui ne gagne pas d'argent, ou une femme qui ne contribue pas, ou une femme qui ne contribue pas aux tâches ménagères. Malheureusement, notre société est tellement modelée par des injonctions qui sont violentes que des fois sortir du moule, c'est malheureusement très difficile. Et donc on offre un cadeau très cher à ses enfants, on va se saigner pour ce cadeau, mais en fait ce qu'on cherche pas vraiment c'est faire plaisir, c'est plutôt le raconter aux gens, dire bah moi j'ai offert ça à mes enfants. Donc je sais que c'est très triste et très violent ce que je raconte, mais je pense qu'il y a vraiment ça derrière certaines relations. Donc vous voyez, on parle pas que de l'amour finalement, on critique bien la société dans son ensemble. Même si je pense au fond de moi qu'il existe un lien si profond entre parents et enfants, mais très dur de savoir si c'est de l'amour. Donc voilà, ça c'est ma réponse aussi. J'aime bien nuancer parce que je ne pense pas que... Je pense que... Enfin en tout cas, c'est peut-être naïf de ma part, mais je pense que quand on met au monde un enfant, ou qu'on élève un enfant, c'est pas nécessairement notre enfant biologique, on crée avec lui un lien qui dépasse tout et qui, malgré les disputes, malgré la haine, etc., existera toujours. Voilà, c'est peut-être moi qui suis très naïf parce que je n'ai pas d'enfant ou que ma relation avec mes parents se passe plutôt pas si mal. Mais finalement, moi j'en suis persuadé qu'il y a des liens entre les gens quand on partage du vécu, même avec des amis très proches, quand on partage une catastrophe, un moment très difficile ou au contraire un moment d'extase. Il y a des liens qu'on ne pourra jamais vraiment casser, qui peuvent s'amenuiser avec le temps mais qui ne seront jamais rompus définitivement. Donc ça j'en suis sûr. Et je ne sais pas si c'est de l'amour par contre, mais en tout cas c'est ma théorie à moi. Donc je demande mon ami, qu'est-ce que tu trouves triste? Le fait que l'on se reproduise pour laisser une trace et qu'on façonne nos enfants comme on le désire, est-ce que c'est triste? Donc notre ami B dit, je ne trouve pas ça triste dans le sens où c'est des sentiments sincères. Finalement, les raisons importent peu, ce qui n'enlève rien à la beauté de l'amour et à son intensité. Donc voilà, c'était le mot que j'ai cherché tout à l'heure, sincère. Voilà, on peut faire des enfants pour laisser une trace, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sincère et que c'est malhonnête finalement, mais on a tout à fait le droit.
motivé pour des raisons personnelles, donc égoïstes, ce n'est pas finalement le plus bel acte d'amour pour soi-même. Et moi-même j'ajoute, et ça met aussi de la perspective sur les actions qu'on fait pour les autres. Le don de soi, d'un être égocentrique et égoïste, est encore plus beau que celui d'un être programmé à se sacrifier pour les autres, au même titre qu'un adversaire tenace sera toujours plus agréable à affronter et à battre qu'un adversaire qui a déjà jeté l'éponge. Donc ça j'aime bien, c'est ma petite... j'aime bien ce petit moment de réflexion que j'ai eu, mais c'est vrai que dites-vous bien que cela n'enlève rien à la valeur de l'amour, même s'il est intéressé finalement, même si l'amour est intéressé, il existe et il est d'autant plus fort parce qu'il est intéressé. Si l'amour était purement désintéressé et que nous y étions faits pour nous sacrifier, programmés pour nous sacrifier, alors la valeur de ce sacrifice serait beaucoup moins importante que si finalement nous n'étions pas du tout faits pour nous sacrifier, mais que le sacrifice était une transcendance, c'était quelque chose qui dépassait même le moment où on casse avec notre ego. Et il est encore plus beau le sacrifice, et je pense que c'est d'ailleurs ça la réalité. D'ailleurs ce qui nous fait pleurer souvent dans les films, c'est quand un personnage égocentrique du début à la fin qui manque d'empathie, en fait on se rend compte qu'il va donner sa vie pour les autres, il va donner toute son existence, alors qu'on sait ô combien ça lui apporte son existence et ses projets, mais il a jugé lui-même que tout ça, malgré l'importance qu'il lui donne, ce n'était rien comparé à sauver d'autres personnes. Voilà. Donc finalement cela n'enlève rien à l'amour, le sacrifice. Alors mon ami rétorque, justement je trouve que les raisons importent. C'est super de s'aimer et de faire les choses pour soi, mais donner de l'amour aux autres avec comme seule fin soi-même, même si c'est inconscient, je trouve que cela enlève de la valeur à ce qui est donné. Mais c'est sûrement un point de vue issu de l'éducation. Je pense que l'intention de pureté est plus importante que la pureté en elle-même, car de toute façon inatteignable. Ça, c'est une très bonne réponse de mon ami à mon autre ami. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. L'intention de pureté est plus importante que la pureté en elle-même. L'intention, on dit souvent, c'est l'intention qui compte. L'intention de bien faire. Et c'est ça qui compte, c'est qu'on a voulu le bien autour de nous. Alors des fois, on n'y arrive pas, même des fois c'est l'inverse. Mais vraiment, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui est précieuse. C'est la volonté que l'on a d'aimer les autres, de leur faire du bien. Alors des fois, malheureusement, on ne réussit pas, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir s'excuser. Si jamais ça tourne mal, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Mais la pureté en elle-même est moins importante que l'intention de pureté, parce que la pureté en elle-même, le bonheur n'existe pas. La pureté, l'absolu, toutes ces choses absolues n'existent pas en fait. Malheureusement, il y a toujours quelque chose autour pour le contaminer, pour le diminuer un petit peu. C'est comme le zéro absolu. Il y a toujours un corps un petit peu à côté qui va vous réchauffer, qui va vous empêcher de l'atteindre. Bon, je n'en sais rien, mais c'était pour faire une petite analogie avec quelque chose un peu plus scientifique. Et puis, ce n'est jamais noir sur blanc, j'ajoute. Quand tu dis, comme seule fin soi-même, c'est plus complexe que ça, car on vit à travers les autres et leurs réalisations. On vit à travers les autres et leurs réalisations. Le mérite qu'un médecin a quand il sauve une vie, quand un coach ou une coach amène un ou une sportive jusqu'au bout, qu'une prof transmet de l'amour, du savoir à ses élèves, qu'un prof transmet de l'amour, du savoir à ses élèves. Tout ça, ce sont des réalisations d'empathie. Sauver une vie, enseigner à des élèves, coacher des sportifs, conduire des bus et amener les gens pour qu'ils passent un bon moment toute la journée. Tout ça, c'est de la réalisation personnelle, mais par le biais des autres. Si vous voulez, s'il n'y a pas de vie qui est menacée ou d'enfants à instruire, alors vous ne pouvez pas épanouir cette relation. Je reprends en montage parce que on m'a dérangé pendant ma vidéo, alors que j'ai bien prévenu tous les gens qui sont dans la maison de ne pas intervenir pendant ma vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on reprend. De toute façon, on est bientôt au bout. Donc, reprenons. Je pense que des fois, tu fais des choses qui vont à l'encontre de ton intérêt personnel et dénuées de tout intérêt. Non pas parce que tu veux être connu, reconnu ou pas oublié, mais parce que tes valeurs et l'amour sont plus forts que la mort ou que l'opinion de la doxa. Parce que tes valeurs et l'amour sont plus fortes que la mort ou que l'opinion de la doxa. Donc je pense, moi, personnellement, que des fois, tu fais des choses qui vont à l'encontre de ton intérêt personnel, à l'encontre de ton ego, à l'encontre de ta personne, et dénué de tout intérêt. Tu ne fais pas ça par gain, tu ne fais pas ça pour qu'on se souvienne de toi, pour rentrer dans la légende. Non, je
pense par exemple à tous ces gens qui se sont sacrifiés pendant la déportation ou pendant des guerres ou pendant des crises très difficiles. Non pas parce que tu veux être connu, tu sais que tu vas être oublié et que tu te sacrifies pour rien, entre guillemets, mais parce que tes valeurs et l'amour des autres, l'empathie, eh bien, sont bien plus forts que la mort ou que l'opinion de la doxa. Et ça, c'est une preuve d'amour des parents qui se sacrifient pour leurs enfants, des inconnus qui vont sauver d'autres inconnus. Ils ne font pas ça pour la rétribution personnelle, pour la morale, ils vont mourir. Donc on s'en fiche de mourir des fois en bonne conscience, on va mourir de toute façon. Ou même, on fait pas ça pour rentrer dans la légende, on fait ça parce que c'est en nous, l'amour est ici. Et on préfère 100 fois, et c'est un petit peu triste, mais on préfère, enfin je sais pas si c'est triste ou pas d'ailleurs, j'arrête ces commentaires, mais on préfère 100 fois mourir pour protéger son enfant que de voir mourir son enfant. Et je pense que c'est là toute la limite entre l'amour et la souffrance. Est-ce que l'amour est induit par la souffrance personnelle que l'on peut avoir, ou même pas nécessairement on le fait parce que c'est une nécessité, c'est inconditionnel, c'est pas une nécessité justement dans le sens du besoin, mais une nécessité, il n'y a que ça face à nous. Inconditionnellement, nous aimons l'autre, fondamentalement nous aimons l'autre, et nous sacrifions pour le sauver par exemple. Donc voilà, c'est des questions finalement, on n'a pas tout à fait répondu, mais moi en tout cas je pense que des fois on peut faire des choses qui vont à l'encontre de notre propre intérêt et qui sont un petit peu la preuve que ce qui nous met en action, c'est l'amour que l'on a pour les autres et pour notre espèce, le genre humain. Voilà, donc notre ami qui nous répond, c'est ce qu'il me semble aussi. En tout cas, merci pour vos réponses enrichissantes. Je devais bosser, donc les réponses étaient rapides pour ma part, mais j'ai bien tout lu et tout pris en compte. Voilà. Donc, eh bien, voilà, c'est la fin de la vidéo. On a été coupé un petit peu avant la fin et ça m'a un petit peu cassé dans mon rythme, mais c'est pas grave. J'espère que je vous aurai bien détendu, qu'on aura bien réfléchi, que vous aurez peut-être des meilleures réponses que moi. Souvent, même là, je pense que dans 1 ou 2 semaines, j'aurai plus de réponses sur cette question, mais bon, c'est assez. Sinon, quand est-ce qu'on tourne une vidéo, quoi, on n'aura jamais toutes les réponses à avancer. En tout cas, j'ai amené plusieurs pistes de réflexion. Si jamais ça vous intéresse, je peux essayer de faire un plan et une disserte, mais ça me prendra un peu de temps. Alors dites-moi vraiment, il faudrait qu'il y ait plus de 15 personnes dans les commentaires qui me le demandent, parce que sinon, ça me prend beaucoup de temps de faire un petit plan de thèse, antithèse, synthèse, et puis de définition, l'introduction, et la partie la plus importante dans une disserte de philosophie. En tout cas, merci beaucoup de continuer à suivre la chaîne malgré le fait que je ne publie pas grand chose. Je le fais en tout cas quand j'ai le temps et la passion qui vont avec, parce que c'est pas que du temps, c'est aussi beaucoup d'énergie pour trouver le sujet, raconter, réfléchir, trouver des trucs pertinents à dire, parce que vous voyez, des fois il y a des exemples qui sont pas très pertinents et je trouve ça dommage quitte à faire du contenu autant que ce soit qualitatif. Bon, sur la forme ça l'est toujours pas, je tourne un petit peu toujours à l'arrache. En tout cas j'espère que le son est bon, parce que c'est le plus intéressant moi de toute façon. Pour faire une petite confidence, quand j'écoute de l'ASMR, je mets la qualité de la vidéo au plus bas pour pas trop utiliser de données et pour pas trop polluer. Du coup je m'en fiche un peu de la qualité vidéo. Je regarde très peu la personne qui me parle, je regarde très peu de triggers visuels, surtout des triggers sonores ou de réflexion. Donc voilà, je l'applique un peu sur ma chaîne. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas voilà, de vous abonner, on est bientôt à 1000 abonnés, c'est un truc de fou. Avec le rythme à lequel je publie des vidéos et le peu que je sors. Donc je sors une vidéo tous les 2 mois genre. Franchement, gagner des abonnés ça me fait trop rire quoi. J'y crois pas, à chaque fois je me dis c'est trop bizarre, genre il y a vraiment des gens qui vont regarder ça. Mais en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve très prochainement, j'espère, dans une vidéo cours de philo ASMR, parce que c'est celle que je préfère à tourner et je pense que c'est celle que vous préférez aussi. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, dormez bien, au revoir.